Mardi 22 juillet 2014, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour suivre cette édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Assemblée nationale attend la session extraordinaire pour examiner le collectif budgétaire. Précision dans ce journal. La situation pastorale est de plus en plus préoccupante au Niger. L'association pour la redynamisation de l'élevage à Rennes tire la sonnette d'alarme. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture du jeûne. Un accident de circulation s'est produit cet après-midi non loin du siège du Conseil de l'Entente. C'est un véhicule qui a percuté un motocycliste avant de finir sa course dans un atelier. Pas de perte en vie, mais des dégâts matériels, nous rapportent Adam Soumana et Sadoudoumi. La voie quittant la gendarmerie nationale pour le quartier Goudel, une route encore en chantier à certains niveaux, commence déjà à parler d'elle. En effet, un véhicule roulant tout à l'heure et dont le conducteur a perdu le contrôle a d'abord écrasé une moto avant de terminer sa course dans une maison, comme relaté par ce témoin. J'ai entendu le bruit et automatiquement, je suis venu au goudron. À mon arrivée au goudron, je trouvais déjà le véhicule dans le mur. Et on était parti pour récupérer le gars qui est tombé dans le trou, pour le faire sortir. Hein? Et en même temps, il a pris la moto qui est ça, il a pris la moto ici, pour l'amener jusqu'au fond, après prendre le vieux, pour le mettre dans le ravin. On l'a tiré dans le ravin pour le mettre à côté. Voilà ce qui s'est passé. Il était énormément en pleine vitesse. Une situation qui amène les riverains de cette route à demander une protection auprès des autorités compétentes. Tout ce qu'on veut maintenant pour l'État avec cette route-là, soit qu'on nous fasse la séparation comme à la rive droite, ou plutôt qu'on nous mette des cassis. C'est des hypothèses-là, ou plutôt qu'on fasse la justice entre nous, puisque on t'écrase ton père ou bien ton fils, si il ne veut pas de cassis, ou plutôt faire la séparation, mais là, nous, on va faire la justice entre nous, ça, il n'y a rien à faire. Prompt rétablissement aux victimes du dit accident tout en attirant l'attention des automobilistes à plus de prudence. Poursuite de l'iftar ou rupture collective au palais de la présidence de la République. Acteurs de la société civile, membres des centrales syndicales et autres structures associatives étaient hier les invités du premier magistrat du pays et c'était en présence de nos reporters Adam Soumana et Aboubakar Soleil. C'est massivement que les acteurs de la société civile nigérienne, des centrales syndicales, des ONG et autres structures associatives ont honoré de leur présence cette cérémonie. Une cérémonie marquant la rupture collective organisée par le père de la nation à l'attention des différentes couches socio-professionnelles du pays, qui se réjouissent d'ailleurs de cette initiative louable. Et malgré les divergences, malgré les points de vue des uns et des autres qui ne convergent pas, et que tout le monde se mette autour du président de la République, je pense que c'est ça le leadership. Les divergences, souvent, il faut les mettre de côté et au nom de la religion, regrouper tout le monde. Et je pense qu'en tant que premier magistrat du pays, c'est son devoir de faire en sorte que les fils du pays puissent se parler, que les fils du pays puissent se regarder. C'est ce qu'on veut d'un dirigeant, qu'il soit proche de sa population. Et c'est ce qu'il fait chaque année. Donc vraiment, c'est une bonne chose d'être ensemble, de se voir, de parler, de communiquer. Parce qu'on ne peut pas l'approcher souvent si ce n'est pas dans ce genre d'événement. Et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Pour sa part, le président du MPCR, une structure membre du collectif Sauvant le Niger, Nuhu Mamadou Arzika, a levé tout équivoque sur l'absence de certains acteurs de la société civile tout en saluant l'initiative. Participer à la rupture, c'est une question d'appréciation ou de disponibilité de chacun. Et donc chaque structure apprécie à son niveau. Et je pense que ici nous avons vu la plupart
plupart de nos structures sont là. Peut-être il y a 2 ou 3 qui ne sont pas présents et de par leurs représentants, mais ce n'est pas le plus important. Les organisations de la société civile et actives pour sauver le Niger, elles sont un nombre assez important et que même ceux qui ne sont pas venus, en réalité, ce n'est pas parce qu'ils ont une position négative vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Et c'est peut-être des choses qu'on va vérifier plus tard parce que c'est maintenant qu'on a eu le temps de nous rendre compte qu'ils ne sont pas là et on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais dans tous les cas, retenez que nous avons répondu à cet appel en tant qu'acteurs de la société civile à l'appel de notre président de la République parce que jusqu'à preuve du contraire, nous continuons à le considérer comme le président de tous les Nigériens et conformément aux dispositions de la Constitution et nous voulons que lui aussi se comporte comme le président de tous les Nigériens dans son comportement et dans sa manière d'agir et en même temps au niveau de son gouvernement, que cette attitude aussi puisse être observée. Un vrai cadre d'échange entre le premier magistrat du pays et les filles et fils de la nation pendant une période où le pardon et la solidarité sont fortement recommandés aux musulmans. Une rencontre sanctionnée par la prière du Maghrib. Aujourd'hui, ce sont les hommes des médias qui étaient à l'honneur à la présidence. Ils ont rompu le jeûne avec le président de la République, Issoufou Mahamadou. Nous y reviendrons. S'ouvrira-t-elle ou pas la session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour examiner un collectif budgétaire fait l'objet des débats au Niger? Le gouvernement aurait demandé sa convocation, une convocation à laquelle s'opposerait le président de l'Assemblée nationale. C'est peut-être le début d'un autre épisode de la querelle entre opposition et majorité parlementaire. Voyons tout cela avec Abdourazak Idrissa et Aboubakar Solé. Elle est attendue depuis la fin de la tumultueuse session de mars dernier, session au cours de laquelle les députés, sur les 3 mois qu'ils avaient pour examiner les différents projets de texte à eux soumis par le gouvernement, ont perdu 1 mois dans des discussions stériles pour mettre en place un bureau de 13 membres. Cette fois-ci, les choses semblent se préciser. Dans un de ses numéros de la semaine dernière, le quotidien privé L'Enquêteur annonçait que la session extraordinaire est prévue pour le 4 août prochain, avec comme ordre du jour l'examen d'un projet de loi portant rectification de la loi des finances de l'année budgétaire 2014. Le journal revient cette semaine encore avec une autre nouvelle. Hama Amadou, le président de l'Assemblée nationale, décide de ne pas convoquer la dite session extraordinaire. Et c'est bien lui seulement, au regard de la loi, qui en a la prérogative. L'article 92 de la Constitution précise que l'Assemblée nationale est convoqué en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour bien précis à la demande du Premier ministre ou des 2/5 des membres de l'Assemblée nationale. Et donc les sessions extraordinaires, hors les cas prévus de plein droit, sont ouvertes et closes par décret du président de la République. C'est une prérogative constitutionnelle du président de l'Assemblée nationale de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale à la demande soit du Premier ministre ou des 2/5 des membres de l'Assemblée nationale. Dans les milieux proches du président de l'Assemblée nationale, on indique que ce refus de Hama Amadou de convoquer la session serait lié au fait qu'il n'ait pas été associé comme de par le passé. Est-ce une raison suffisante et quel risque peut-il encourir si cela s'avère? Le spécialiste du droit répond. S'il estime qu'il n'a pas été saisi en amont et par rapport à la tenue de cette session extraordinaire, de l'autre côté, parce que le pouvoir exécutif également, le gouvernement, à partir du moment où on considère qu'il est de l'opposition, sûrement ne peut pas l'associer dans tout ce qu'il fait, mais ne serait-ce que cette prérogative qu'on partage plus ou moins ensemble. Je pense que si la concertation, la consultation préalable s'impose pour que les choses aillent au mieux. S'il ne le faisait pas, et je ne pense pas quel genre de risque, mais seulement il ne s'est pas acquitté de son obligation constitutionnelle. Maintenant, il y a des dispositions effectivement, si cela doit
s'interpréter comme étant une violation de la Constitution, et là, de ce point de vue, il y a également justement des sanctions, puisque l'article 39 de la Constitution dit que tout citoyen nigérien civil ou militaire a l'obligation absolue de respecter la Constitution et l'ordre juridique de la République en toutes circonstances sous peine de sanctions prévues par la loi. Voilà donc un autre épisode de la guerre ouverte à laquelle se livrent opposition et majorité depuis bientôt un an qui s'annonce. Et puis les travaux sont perturbés depuis ce matin sur les sites d'exploitation du pétrole d'Agadem dans la région de Difa. Les travailleurs sont en grève de 2 jours à l'appel du syndicat national des travailleurs du pétrole Sinatrap. Le Sinatrap qui exige le respect du protocole d'accord signé le 8 mai dernier avec leur employeur. Mustafa Malam Kouka, membre du Sinatrap section Agadem, joint au téléphone ce matin. À Agadem, le mode de grève, il est vraiment respecté et les gens sont restés calmes et ils attendent jusqu'à ce que le Sinatrap décide avec les autorités en place et les autorités supérieures qui sont à Niamey avec les Chinois. Oui, quels sont les motifs de cette grève, M. Moustapha? Les motifs de cette grève sont les suivants. Il y a des conventions qui ont été signées, le protocole d'accord qui a été signé entre les Chinois et la Sinatrap. Mais le problème, tout ce que le Sinatrap avait signé avec les Chinois n'a pas été respecté. Le mot d'ordre a été suivi à 100% là-bas à Agadem. Ah, 100%. Le don est à 100%. Et les compagnies qui sont actuellement en grève, il y a la CNPC, il y a le CNPC Dagang, il y a le CPTDC, il y a la BJP Niger, il y a le JWDC Niger, il y a le CNRC Niger, il y a le CSI Solus, il y a le CSI Shindong et CPP Niger. Au niveau de toutes ces compagnies, les travaux sont aux arrêts. Sont aux arrêts et nous attendons maintenant la réponse du Niamey. Il vous souviendra qu'à date du 8 mai 2014, le syndicat national des travailleurs du pétrolier Sinatrap avait signé un protocole d'accord avec les sociétés en présence des représentants du ministère de l'énergie et du pétrole, le ministre de l'emploi et du travail et de la sécurité sociale et la CGSL Niger. À ce qui précise, un délai de 2 mois a été accordé aux sociétés pour le strict respect des engagements pris lors de la signature du protocole d'accord. Mais, en date du 8 juillet 2014, une réunion devra se tenir en présence de toutes les parties prenantes lors de la signature. Après la rencontre du 15 juillet 2014 de toutes les parties prenantes, signature du protocole d'accord du 8 mai, nous constatons que la majeure partie du protocole d'accord n'a pas été appliquée. À cela s'ajoute le manque manifeste de volonté à un partenariat sincère. En conséquence de ce qui précède, le syndicat exige l'application immédiate à l'ensemble des points du protocole d'accord du 8 mai 2014. Faute de quoi, c'est pour cela un arrêt de travail de 48 heures. Actuellement, il y a en observation. La grève, c'est à 100%. Un secteur et pas de moindre en situation difficile, c'est celui de l'élevage. En plus des situations d'insécurité qui bloquent la transhumance, les aléas du changement climatique portent un coup dur sur les animaux. Une situation qui préoccupe les associations du secteur de l'élevage au Niger. Reportage Souleymane Mouni Barma et Ibrahim Abdou. Activité pratiquée par la plupart des Nigériens, l'élevage est l'une des mamelles de l'économie du Niger. Malheureusement, ce secteur fait face à des difficultés ces dernières années dues au retard des pluies ou des déficits pluviométriques qui ont comme conséquence directe chez les éleveurs la perte du bétail dans les zones pastorales, comme c'est le cas pour cette année où les troupeaux ont vécu un véritable calvaire en juin dernier, nous apprend l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes. À cette date, il faut dire qu'il y a une relative amélioration. Mais les jours et mois passés, les éleveurs ont connu une situation très difficile. Aujourd'hui, dans certaines zones, il y a des animaux qui ont été bradés à 2000 francs, 5000, 20 000. Beaucoup d'animaux sont morts, comprennent un peu vers Adelbisinat, le nord d'Akoro, Tawa, c'est des zones qui ont été excessivement et gravement atteintes. Véritablement, on peut parler de perte d'animaux là-bas. Interpellés sur la question, les autorités nigériennes ont vite réagi à travers des mesures d'urgence. Le gouvernement, pour un début, quand a été alerté
a pu mobiliser les stocks de sécurité d'intrants qui sont stockés par exemple à Maradi et à Tawa. Donc ce premier lot est arrivé. La CCA a eu un financement de la DDC qui est mis en œuvre par l'AREN justement, où nous avons visé les régions de Difa et de Maradi, dans lequel on a apporté des intrants, mais aussi des céréales comme le mil pour les éleveurs. La situation pastorale en lien avec la situation climatique du Sahel qui va de mal en pis chaque année mérite des réflexions de la part des autorités nigériennes et les partenaires extérieurs. La préoccupation à l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger est grande. Nous sommes quand même dans un pays sahélien et être surpris par ce genre de phénomène nous surprend beaucoup parce que en tant que Sahéliens, nous devrons vivre avec ces aléas et je pense que le gouvernement, en rapport avec les partenaires d'aide au développement et les organisations, ne devrait plus jamais accepter d'être pris de court comme ça. Tout le monde sait que prévenir, c'est mieux que de guérir. La situation sécuritaire actuelle des pays voisins a également constitué une barrière pour nos éleveurs qui ne peuvent plus aller à la recherche du pâturage vers les zones qui leur servaient auparavant de refuge en période de soudure. La diplomatie en échec dans la crise israélo-palestinienne qui a déjà fait plusieurs centaines de victimes. Malgré l'intervention des grandes puissances mondiales pour mettre fin au raid, les deux camps en conflit dans la bande de Gaza n'obtempèrent pas. Seul le retrait de l'Israël du territoire palestinien pourrait être la solution à cette crise, estime l'ancien diplomate nigérien Issoufou Bachar. Reportage à Assoumana China et Halidou Bourema. Cela fait plus de 10 jours que l'armée israélienne mène des attaques meurtrières à Gaza avec comme objectif protéger Israël des tirs de roquettes effectués par le mouvement Hamas. Ces attaques israéliennes ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés, en majorité des civils, dont des femmes et des enfants, ainsi que d'importants dégâts matériels. Plusieurs tentatives pour aboutir au cessez-le-feu ont échoué. L'ancien diplomate Issoufou Bachar revient sur l'historique de cette crise israélo-palestinienne. Depuis plus de 5000 ans, Dieu a promis au fils de Jacob, l'enfant d'Israël, une terre, ce qu'il appelle la terre promise. Ça fait plus de 5000 ans. Alors, les Juifs, effectivement, ont vécu dans cette zone. Ils ne sont pas palestiniens, ils ne sont pas syriens. Les Juifs sont, on peut dire, plus égyptiens qu'autre chose. Mais, entre-temps, ils se sont développés avec la religion, donc le judaïsme. Et voilà que certains parmi eux ont prôné maintenant l'idée de créer le grand Israël et l'Israël promis par Dieu. Et il y a un plan qu'on appelle Darfour. Et c'est ce plan-là qui est en exécution. Ils sont venus de partout du monde, de partout. Et ils ont créé des kibbutz. Kibbutz, c'est des villages coopératifs. Et tant qu'on n'est pas juif, on ne peut pas adhérer à cette coopérative-là. Donc, tout doucement, ils ont éliminé tous ceux qui ne sont pas juifs. Comme c'était un plan, donc quelque chose de bien organisé, ils sont venus avec beaucoup d'argent et ils ont acheté des terres palestiniennes. Quand ils se sont sentis un peu forts, c'est en ce moment qu'ils ont cherché à créer l'État d'Israël. Sinon, il a été proposé de s'installer ou en Guinée ou en Ouganda. Ils devaient choisir entre les deux, Guinée ou Ouganda, en Afrique. C'est après que, à partir du plan de Darfour, ils ont dit non, on ira en Palestine. Donc c'est une agression qui date de très longtemps. Pour l'ancien diplomate Issoufou Bachar, seul le retrait d'Israël des territoires palestiniens pourrait être la solution à ce conflit. On n'a jamais vu un pays, en tout cas, conquérir un autre par la guerre et maintenir ce pays-là en détention. C'est-à-dire le garder comme une zone d'occupation permanente. Donc depuis 1967, la Palestine est occupée. Au vu aussi de tout le monde, du monde entier. Chaque fois qu'il y a une résolution qui va contre ça,
les Américains posent leur veto. Mais il y a quand même une résolution qui demande aux Israéliens de retourner au niveau d'Israël. Mais le problème de fond, en dehors de ce grand Israël-là, c'est que chaque fois on dit nous reconnaissons le droit d'Israël de se défendre et nous reconnaissons aussi la légitimité des Palestiniens d'avoir un État. Chaque fois, voilà, c'est ce qui est dit. Mais Israël, il dit que c'est un État juif. Et on ne peut pas l'acquérir, on peut acquérir la nationalité à travers un séjour. Vous pouvez faire 1000 ans là-bas, tant que vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas être israélien. C'est ça que les Arabes refusent. Mais reconnaître Israël en tant qu'État Israël, tous les pays arabes pratiquement ont reconnu Israël. Mais Israël reconnaître Israël en tant qu'État juif. Il n'y a que les juifs qui doivent résider ou avoir la nationalité, ils ne sont pas d'accord. C'est ça le problème de fond. Alors, ce qui choque des pays comme la France, qui se considèrent comme démocrates avec leur révolution de 1989, soutiennent cette idée des juifs. Parce que c'est les Américains, c'est les États-Unis qui contrôlent la politique internationale. Obama était venu avec de très bonnes intentions. Il voulait mettre fin à ça. Mais très tôt, il s'est senti faible devant le lobby juif. Il est grand temps de mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré et qui cause chaque fois la mort des innocents. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.